Bonsoir à tous. Il y a des noms qui traversent les époques, qui nous parlent tous, quels que soient nos âges. C'est le cas de Tati. Vous savez, Tati et ses fameux sacs Vichy rose et blanc. Cette enseigne pionnière du discount a longtemps eu raison avant tout le monde. Et puis le vent a tourné, les choses se sont compliquées. La maison a même failli disparaître. Elle a finalement changé de main. Mais 70 ans après sa création, Tati est toujours là. L'étonnante saga Tati entre quartier populaire et paillettes vous est contée par Carole Réguillon pour Yemaya Productions. Avril 2017, à Casablanca, c'est l'événement du jour. Tati ouvre son deuxième magasin au Maroc. C'est parti. Bienvenue tout le monde, bienvenue. Doucement. Ici, la marque fait encore rêver. Des milliers de clients se pressent pour acheter du linge de maison, de l'électroménager ou de la vaisselle. Il y a plein de casses là, partout. C'est l'ouverture la plus cartonnée, ça sera celle-là sûrement. Je sais pas quoi dire. Chez Tati, il y a des super produits et des super promotions. C'est pour ça qu'on est venu malgré la foule. Je prends des photos pour montrer à ceux qui ne sont pas là, sinon ils ne me croiront pas. Alors qu'au Maroc, Tati est pris d'assaut, à Paris, c'est tout l'inverse. Dans le quartier de Barbès, le vaisseau amiral du groupe, au même moment, sombre lentement. Dans les rayons, les clients se font rares. Les allées se succèdent, quasi vides. Josiane, 40 ans de maison, a connu les heures de gloire de l'enseigne. Aujourd'hui, l'ambiance est à la déprime. On a vu les chiffres d'affaires baisser de beaucoup. Ça nous attriste un peu parce que le magasin est moins animé. Il y a moins de ventes. Dans les autres magasins, c'est plus moderne. C'est plus tendance. C'est devenu poupouille. Ça veut dire quoi, poupouille, Josiane? Mais c'est pas beau. Pas beau ce qu'on voit. Tati, ou l'histoire d'une dégringolade. Comment ce monument français en est-il arrivé là? Pourquoi en une seule génération, la marque s'est-elle écroulée? Tati, c'est l'ouvrage d'un homme, Jules Wacky, un génie des affaires parti de rien, un visionnaire qui a inventé le discount il y a 60 ans. Nous achetons tous nos articles à 80% à la source, c'est-à-dire par très forte quantité et avant 16 ans pour essayer de maintenir nos prix très bas. Tati, un empire dont va hériter malgré lui Fabien, le fils du fondateur. Comment succéder à ce père si brillant lorsqu'on arrive par accident? Fabien Wacky, ou l'histoire d'un enfant gâté qui rêvait de faire mieux que papa. Avant Tati c'était cheap, aujourd'hui Tati c'est chic. Ambition démesurée, folie des grandeurs. Comment ce patron hors norme a-t-il mis Tati à genoux? Comment a-t-il conduit à la ruine l'œuvre de son père? S'il y avait eu le quart, je ne dis pas le dixième de la valeur du père, ça aurait pu continuer d'une façon merveilleuse, Tati. C'était peut-être une façon de tuer son père une deuxième fois. On n'avait aucune raison d'aller dans le mur. Tati, une saga familiale digne d'une tragédie grecque. Une incroyable aventure racontée de l'intérieur par ceux qui ont construit Tati. Cette institution connue dans le monde entier et à deux doigts de disparaître. Depuis près de 40 ans, à l'angle du boulevard Barbès et du boulevard Rochechouart, se dresse Tati. Hubert Assous est le gendre de Jules Wacky, le fondateur. Il a quitté l'enseigne en 1992.
Barbès, Rochechouart. C'est la toute première fois qu'il revient dans le quartier. Jules Wakir aimait justement le métro aérien parce qu'il disait que les clients qui arrivaient par le métro aérien, la première chose qu'ils voyaient, c'était l'enseigne et la succession des magasins sur le boulevard Rochechouart. Pour lui, c'était la meilleure publicité et cela valait largement une page dans France Soir. Tout ce boulevard-là, nous avions des bacs à fouilles et les clients s'agglutinaient devant ces bacs à fouilles pour dénicher la bonne affaire. Si par exemple il fait beau comme aujourd'hui, on mettait des lunettes de soleil à des prix défiant toute concurrence. S'il y avait en cas de pluie, c'était des prix cassés de parapluie. Et le client rentrait pour aller acheter autre chose. Voilà plus de 10 ans que Tati n'appartient plus à la famille Waki. La marque a été vendue à un grand groupe de distribution. Hubert Assous est nostalgique de la grande époque. Ça allait bien ? Putain, je me disais que lui, je le connais. Le héros. Hein ? Mémoire d'enfer. Voilà, absolument. Vous êtes toujours là ? Tout à fait. C'était la belle époque pour Oui, vous ? c'était la belle époque. On travaillait beaucoup, très dur, mais comme c'était la famille, on y allait à fond. Ici, personne n'a oublié cette famille et son chef aujourd'hui disparu, Jules Waki. Tout commence de l'autre côté de la Méditerranée, en Tunisie. Jules, de son vrai prénom Ichoua, naît en 1915. Fils aîné d'une famille juive de 8 enfants, il grandit dans le quartier populaire de la Goulette à Tunis. L'aîné des Waki devient français à l'âge de 15 ans. En 1943, Jules rejoint les forces navales françaises libres du général de Gaulle. Basé à Beyrouth, le marin attrape le virus du commerce. Et la guerre terminée, il se lance dans l'import-export. Il a réalisé une importation d'huile. Et c'est grâce à cette importation d'huile du Liban qu'il a réussi à avoir ses premiers sous. Le jeune homme débarque à Paris. Il a un peu d'argent et beaucoup d'ambition. Il se lance dans le commerce de tissus. Il allait en métro, s'approvisionner directement au sentier et y ramener des ballots de linge de maison et de lingerie. En 1952, son histoire d'amour avec Barbès commence. Accompagné de son épouse Éléonore, Jules achète une boutique de 50 mètres carrés dans le 18e arrondissement. Et le jeune patron innove. Avec Textile Diffusion, il dynamite les méthodes du commerce traditionnel. Ce qu'il avait marqué, je me rappelle ce qu'il nous disait toujours, et regardez le marché Saint-Pierre. Le marché Saint-Pierre, quand il voyait les femmes se régaler à toucher les tissus sans qu'on les embête, il a dit, je vais faire la même chose avec des vêtements, avec le textile. Je vais leur mettre ça dessus, qu'elles touchent, qu'elles tripotent, et qu'on ne leur demande pas quelle taille vous faites, et ça a été un succès foudroyant. On est encore dans un système commercial, et notamment parisien, qui est celui de la boutique. Et une boutique qui est fermée. Une boutique où il faut quelquefois sonner pour entrer. Jules Waki a cette idée d'ouvrir les magasins sur la rue. Des idées neuves et un succès immédiat. Seul problème, Barbès est à l'époque un haut lieu de la prostitution. Pas de quoi freiner les ardeurs du jeune homme, au contraire. Boulevard Rochechouart, c'était une succession soit d'hôtels de passe, soit de tailleurs. Et qu'il a racheté au fur et à mesure, qu'il a transformé en magasin. Ces immeubles insalubres, Jules Waki va les payer une bouchée de pain. Il pousse les murs et rebâtit son enseigne. Ces nouveaux magasins s'appelleront Tati, en hommage à sa mère. Le surnom qui lui était donné était Tita. Et il avait voulu mettre donc l'enseigne au nom de Tita.
Et malheureusement, il a rencontré une difficulté puisque déjà le nom de Tita était donné par un autre commerçant. Donc à l'époque, il a pu faire un peu l'anagramme de Tita et mettre Tati. Voilà. Quant au célèbre code couleur, le Vichy rose et blanc, Jules Wacky le doit à son associé, son frère François, qui s'est inspiré d'un tablier acheté par son épouse. Chez les Wacky, tout se fait en famille. Il a mis à des postes clés, des postes stratégiques, l'ensemble de sa famille. Que ça soit cousin, neveu, frère, ou gendre comme moi. Il a voulu s'entourer d'hommes de confiance. Quand il y a comme ça un patriarche fort, c'est le patriarche qui dicte, qui impose sa patte. Il n'a pas un conseil d'administration ou des administrateurs ou la bourse à convaincre. C'est lui qui donne la ligne directrice. Jules Wacky a une ambition, faire de Tati les Galeries Lafayette du pauvre. Lui-même n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, hein, pas du tout. Il n'avait pas oublié. Et les difficultés qu'il avait rencontrées au départ, et il voulait absolument que les gens puissent s'habiller, s'équiper de manière décente et à bon marché. Il disait, moi je veux que l'allocation familiale qu'une femme avait pour son enfant puisse habiller son enfant de pied à la tête, tout compris. Sa cible, les portefeuilles les plus modestes. À l'époque, Barbès accueille de plus en plus d'immigrés. La plupart viennent du Maghreb. Jules Wacky recrée l'ambiance des souks de sa Tunisie natale. Il présente ses produits en vrac. Avec un slogan, les plus bas prix. Jules Wacky, ça a été un des pionniers du discount populaire en France, alors que les autres vendeurs de textiles se battaient plutôt sur la qualité ou sur la durabilité des produits. Là, on est venu avec un appel prix qui était très clair et sans complexe. Il y avait toujours un bac à fouilles de collants à 1 franc. À 1 franc. Quelle est la femme qui ne serait pas séduite par des achats à 1 franc? C'est vrai qu'ils étaient particulièrement bons, astucieux pour faire croire, en tout cas donner cette illusion qu'on ne pouvait pas manquer de faire des affaires. Pour offrir des prix défiant toute concurrence, Jules Wacky est intraitable avec ses fournisseurs. Jacques Schisler, qui a travaillé avec l'homme d'affaires, s'en souvient encore. Il y a une quarantaine d'années, ces machines servaient à faire des sacs de magasin, en particulier Tati. Ça allait de 300 à 400 sacs par minute. C'était une aventure de traiter avec ces gens-là. Ils avaient les bureaux au bout d'un cagibi à Barbès, là au bout d'un escalier en colimaçon. Bon, on discutait autour d'un café et tout. C'était des négociations, on peut dire, à la méthode d'Afrique du Nord, de marchands de tapis. Le gros problème, c'était le prix. On passait à la moulinette entre 3 personnes pour finir chez le patron, Jules Wacky, qui disait « Ah oui, mais à moi aussi, il faut me faire un petit quelque chose ». Et ça se finissait comme ça. Il avait pouvoir de persuasion. Il vous emmenait là où il voulait. Et c'était marrant parce que vous aviez le très net sentiment de vous vous êtes fait balader et d'avoir accepté. La technique de Jules Wacky, compenser des prix d'achat extrêmement bas par des commandes massives. Monsieur Wacky, vous dirigez le magasin Tati. Une méthode qu'il dévoilera à la télévision lors de sa seule et unique interview en 1976. Alors comment vous vous en sortez? Nous nous sortons parce que nous faisons un très gros chiffre d'affaires et nous achetons de très fortes quantités avant la saison. Et parce que nous avons le débit, nous avons la consommation, nous avons la vente. Les gens viennent prendre par 12 collants, 24 collants, 6 slips, 6 maillots de corps, nous avons des foulards à 4 francs. On vient acheter un peu de tout chez nous. Dans ces magasins, le patron fait tourner à toute allure ses stocks. À peine achetés, les lots sont déjà vendus.
Son modèle économique faisait qu'il avait besoin de trésorerie, d'un gros montant de trésorerie pour payer au cul du camion, c'est-à-dire pour payer de façon extrêmement rapide ses fournisseurs. Et si on veut avoir accès à des bons lots dans le déstockage, il faut avoir capacité à aligner des billets de façon extrêmement rapide. Jules est un bon payeur. Fabricants et déstockeurs se pressent dans son bureau. Quelqu'un qui avait de la marchandise en stock, à qui il pensait immédiatement Tati. Parce que bon, même s'il perdait, s'il vendait à prix coûtant ou à perte, il savait que Tati allait le payer, qu'il allait le payer cash, sous 8 jours ou 3 jours. C'était cash, quelle que soit la somme. Jules Wacky commence à faire parler de lui. Il devient une référence dans le métier. Ses méthodes sont même enseignées dans les écoles de commerce. Un beau jour, Jules Wacky m'appelle et il me dit « Il y a des élèves d'une grande école là, tu les reçois, mais surtout, tu leur donnes aucun chiffre. » Et c'était des étudiants d'HEC. Alors je ne sais pas si vous voyez raconter la vie de Tati sans donner un seul chiffre, pas évident à des HEC. Logos sur les devantures et les sacs, mannequins dans les vitrines, prix affichés en gros. Tout cela est nouveau en France. Jules est un précurseur, il crée une identité. Les produits qu'il vend n'ont pas de marque. Tati en devient une. Derrière cette réussite, un patron à la poigne de fer. Il était épouvantable comme patron. Moi, je vous dis, j'étais employé, vous pouvez demander à ma femme, tous les samedis, je quitte le magasin. C'est plus possible de travailler avec lui. Mais par contre, c'était un homme merveilleux. Sorti du magasin, tout était solutionné. Une fois qu'il avait fait ses remontrances, et alors comment va la famille, comment va ta fille, il était assez prévenant. Il a dirigé l'entreprise comme un père de famille. Très proche de sa famille, très proche de son personnel. Jules s'est distingué dans le business. Il s'est aussi illustré par sa politique sociale. En bon capitaine et pour souder ses cadres, il monte une équipe de foot. Prime d'assiduité, de fin d'année ou participation aux bénéfices, dans les années 80, plus de 1000 employés profitaient de ses largesses. Les enfants des salariés qui le voulaient pouvaient partir un mois gratuit l'été dans des colonies de vacances payées par le comité d'entreprise qui est alimenté par Tati, mais bien alimenté. L'argent coule à flot. En 30 ans, Jules Wacky a multiplié par 50 sa surface de vente. Sa plus grande fierté, l'acquisition du très chic Café Dupont, qui deviendra le bâtiment phare de la marque. En plein âge d'or, Tati, c'est 30 000 clients par jour. Dès 8 h du matin, les clients attendaient dehors, sur le trottoir, et ils empiétaient sur la moitié de la chaussée. Ils attendaient que le magasin... Vous vous rendez compte, vous n'êtes même pas ouvert, que vous avez des clients qui attendent. Et c'est devenu le roi de Barbès, parce que c'était lui qui régnait en maître. Hein. C'était le patron du 18e. Je sais qu'il a eu la Légion d'honneur pour ça, pour avoir épuré le quartier et en avoir fait des magasins et des bureaux. Hein. Tati est devenue une institution. Les clients débarquent de la France entière. On avait des bus entiers de gens qui venaient pour passer la journée chez Tati pour acheter et retourner dans la journée chez eux, dans leur région, en Lorraine ou bien dans le Nord, etc. L'enseigne figure même dans les guides touristiques japonais, aux côtés de la Tour Eiffel. On peut acheter les vêtements de beau marché. Donc nous sommes venus ici. En 1987, avec plus de 30 millions de visiteurs, le monument le plus visité de la capitale n'est autre que Tati. Les mois les plus forts étaient juin-juillet parce que les immigrés retournaient
dans leur pays et retourner avec des cadeaux pour la famille, pour leur maison. Mais c'était des achats assez massifs. Ils repartaient parfois avec des voitures chargées entièrement. L'image de Tati était véhiculée à travers le sac dans le monde entier. On ne faisait pas payer le sac, il nous coûtait, mais on était contents. On avait quelqu'un qui faisait de la pub gratuite, il circulait avec notre sac, Tati. Même en plein désert, en Tunisie, au Maroc, sur un chameau, et le monsieur avait son sac Tati à la main. Un sac, un logo devenu mythique et même source d'inspiration. Sakina Emsa est créatrice de mode. Par exemple, moi j'ai découvert la couleur grâce à Barbès. Dans ses collections, elle rend hommage à son quartier et à Tati. Je dirais pas que c'est une Madeleine de Proust, mais très sincèrement, moi j'ai un milieu plutôt populaire, immigré, donc mes parents allaient faire leurs courses chez Tati. Hein. Moi je me rappelle, chez mes parents, hein, on avait plein de sacs Tati qui s'empilaient où il y avait les vêtements, les machins, on n'avait pas de placard. Et c'est devenu un truc un peu incroyable, identitaire finalement, de Barbès. Devenu une icône de la mode, le sac Tati est même détourné par la très chic maison Vuitton. La marque Céline, elle aussi, s'en empare et sort une pochette inspirée du Vichy. Pour 1 200 €, vous pouvez vous offrir le mythique cabas revisité par Balenciaga. Cet écossais, cette bâche peut être reprise à souhait. Et ce qui est ironique, c'est qu'on voit qu'elle va représenter certes Barbès, mais peut-être aussi le chic français. Pour Jules Wacky, l'enfant de Tunis, c'est une consécration. Mais en plein succès, alors qu'il vient de réaliser son rêve, atteindre 1 milliard de francs de chiffre d'affaires, il apprend qu'il est atteint d'un cancer. On a tous été estomaqués parce que sa maladie, il a tellement caché. Je me rappelle qu'il était venu une fois les cheveux rasés. On était tous étonnés et sa réaction, ça a été... Il a dit, j'ai fait un pari avec les petits-enfants, j'ai perdu le pari, j'étais obligé de me raser les cheveux. Il ne le montrait pas. Et il venait, on le voyait fatigué. Hein, lorsqu'il montait l'escalier, il peinait, il avait un visage fatigué, mais il était pratiquement présent jusqu'à la fin. Hein. Le 25 avril 1983, à 68 ans, le roi de Barbès tire sa révérence. Le jour où il a disparu, c'était très fort. Surtout que c'était un lundi, je me souviens de tout, mais de tout. C'est terrible quand on aime... Bon, ça va y aller, ça va aller. Ça a été vraiment un drame. Au niveau familial, n'en parlons pas, mais même au niveau de Tati, ça a été quelque chose d'épouvantable. Au décès du fondateur, toute la famille se mêle des affaires du groupe. Les héritiers s'écharpent sous les yeux de la gardienne du temple, Éléonore, la veuve de Jules Wacky. Elle a agi un peu en tant que reine-mère. Elle rassurait un peu les gens qui étaient autour d'elle et voilà, Tati va continuer, voilà, Tati, on est là, etc., etc. La veuve le sait, c'est Grégory, son fils aîné, qui a été désigné par le patriarche peu de temps avant sa mort pour reprendre les rênes de l'entreprise. Grégory avait été préparé par son père et il commençait à bien s'impliquer dans la vie de la société et il commençait à prendre le pouls de la société d'une manière très intelligente.
Et malheureusement, Grégory décède accidentellement 1 an après le décès de son père. Le fondateur est mort, son successeur aussi, Tati Tang. C'est là qu'un autre drame va frapper l'enseigne. 17 septembre 1986, l'attentat de la rue de Rennes à Paris. 7 morts et 55 blessés devant un magasin Tati. Ce soir, seules les circonstances de l'attentat semblent plus claires. Une BMW noire comme celle-ci longe le trottoir, l'un des 2 occupants ouvre la portière et lance la bombe dans une poubelle située sur le trottoir. J'arrive et je vois, j'ai une vision apocalyptique, des corps encore par terre, etc. Et ça a été une catastrophe. Moi, je cherchais nos employés. Alors, je les ai regroupés dans un café juste à côté. Il y avait un qui était traumatisé, la bombe bleue a pété juste à côté de lui et il n'entendait plus rien. Ça a été épouvantable parce que c'était un attentat, pas au niveau Tati, c'était au niveau national, cet attentat. Un réseau terroriste pro-iranien est derrière la vague d'attentats qui ensanglante Paris. Tati ne semblait pas viser en particulier, mais les clients vont déserter ses magasins. Un coup dur qui survient à un moment clé dans la vie du groupe. C'est dans ce contexte que le 5e des 6 enfants de Jules fait son entrée chez Tati, au service des achats. Pas franchement passionné par le commerce, Fabien. C'est un peu l'itinéraire d'un enfant gâté. Fabien, à l'époque, il venait travailler. Le père, voyant comment il travaillait, lui disait « Tu rentres à la maison, c'est pas la peine de continuer. » Le jeune homme n'a pas brillé dans ses études. Il n'a pas son bac. Il se tient à distance des affaires de papa. Quand on est jeune, on n'a pas forcément envie de faire ce que fait son père quand son père est quelqu'un qui a une grande réussite. Ce qu'on peut reprocher à M. Wauquiez, c'est d'avoir eu 5 garçons et de ne pas avoir formé au moins 1 ou 2 garçons à son image et à sa pointure. Fabien ne semble pas taillé pour reprendre le trône de son père. Et pourtant, il prend goût au pouvoir. Alors que le groupe est dirigé par ses cadres historiques, Fabien Wauquiez veut devenir numéro 1. L'un de ses proches se souvient des affrontements en coulisses. Ça se tirait un peu dans les pattes, ça tiraillait. Il n'y avait pas forcément de cap. Une entreprise, c'est un patron, c'est un cap. À un moment donné, il faut agir. Il décide donc de reprendre la majorité du capital. Pour devenir patron et avoir les mains libres, Fabien va s'endetter. Avec l'appui de sa mère, il rachète les parts de ses frères et sœurs. À seulement 33 ans, il devient le nouveau président-directeur général de Tati. Le jeune homme n'a pas vraiment de profil. Animateur sur l'antenne d'Ici et Maintenant, une radio libre et intello. Il est aussi chanteur dans un groupe de rock au nom tout trouvé, PDG. Pour Ivo Abadi, le batteur du groupe, ce côté atypique de Fabien est sa marque de fabrique. Il était en costard, cravate, c'était vraiment le PDG. Et une fois qu'il rentrait dans le studio, il posait la cravate, il prenait le micro et c'était parti, quoi. Il se défoulait. C'était plus un musicien PDG qu'un PDG musicien. Le disque s'appelle Disque d'or. Bon, si c'est pas la provoque, je sais même pas si on en a vendu 2. Déjà, le visuel, il est marrant. Bon. Super compile, vu à la télé. Là, on le voit, tournée générale avec un gros pétard. Il y a eu un concert qui a été donné et où Fabien s'est produit donc avec ses musiciens.
Je sais pas qui a vécu une scène pareille en voyant son PDG dont on est l'assistante qui arrive. Scène, Angela là-bas, guitare électrique, aux couleurs Tati, et qui envoie du lourd. Le nouveau patron musicien détonne doublement. Attiré par le bouddhisme dès ses 18 ans, il va jusqu'à co-signer avec le Dalai Lama un ouvrage intitulé « La vie est à nous ». Dans son bureau, la photo de son maître. Et il est parti, il a quitté son corps il y a 4 ans. Fabien Waki est un chef mystique, presque illuminé. J'ai plus peur de dire que l'amour est une énergie nécessaire en toute chose. Et je le dis quelquefois dans les réunions. Je dis qu'il faudrait un peu plus d'amour. Le patron veut se démarquer. Il met alors en place une stratégie aux antipodes de celle de son père, qui va mener Tati dans le mur. Comme tous les fils d'eux, on pourrait parler des Dassault, on pourrait parler de plein de familles comme ça. En tant que fils d'eux, il décide de donner un nouveau virage à l'entreprise. En tout cas, il essaye. Pour dépoussiérer Tati, Fabien Waki va jouer une carte, celle de la communication. Des coups médiatiques. Comme avec cette collection capsule, une collection éphémère où il confie son célèbre Vichy au couturier Azzedine Alaïa. Ça a été une collection capsule qui a été assez emblématique de ce qu'on appelait le chic popu ou le popu chic. Je me souviens très bien de la presse à cette époque, c'était la haute fait un clin d'œil à la basse. Il fait ce que son père voulait pas faire. Il fait de la télé, il fait de la radio, il prend une attachée de presse, 2 attachés de presse, il monte des collections. C'est l'inventeur des collections capsules. Aujourd'hui, tout le monde rigole, parce que les collections capsules, c'est pas Karl Lagerfeld qui a inventé ça, c'est chez H&M, c'est Fabien Waki qui a inventé ça chez Tati. Le nouveau PDG veut faire de Tati une marque branchée. Hi boss, ça va ? Il s'entoure de jeunes créateurs qui viennent de la haute couture. Fabien lance « La rue est à nous », la première collection Made in Tati. Nous avons le droit, nous aussi, à la création. C'est pour montrer que la création appartient à tout le monde. Et c'est bon de rappeler dans le temps que la rue est à nous. C'est un peu un symbole de démocratie, de liberté, comme le sont aujourd'hui les habitudes vestimentaires. Et encore une fois, je crois que la création, c'est pas réservé aux riches et aux grands couturiers. Des grandes phrases, mais une réalité tout autre. La collection est trop chère pour les habitués de l'enseigne. L'aventure ne va durer que 2 ans. Pour la marque, c'est un échec commercial. Il a toujours voulu monter en gamme. Et c'était complètement dénaturer l'ADN de Tati. Certains ont dû le regarder avec un regard un peu suspicieux, un peu goguenard, parfois, souvent. Alors, peut-être ce côté, encore une des lubies de Fabien. Les anciens ne sont plus en accord avec les choix et les méthodes du fougueux patron. Je suis le premier à tirer ma révérence. Fabien, a tout fait pour ne pas travailler avec les cadres historiques de Tati et n'a pas voulu travailler avec les gens qui ont travaillé avec son père. C'était peut-être une façon de tuer son père une deuxième fois. Il rencontrait un avocat en boîte de nuit. Le lendemain, l'avocat est embauché chez Tati. Il y a eu des directeurs arrivés, on se demandait d'où ils sortaient. Hein. Et c'est à la suite de cette structure, de cette nouvelle structure, qu'un à un, tout le monde est parti. 2 ans après l'arrivée de Fabien, officiellement, tout va bien chez les Waki. Pour les 60 ans de François, frère et associé du fondateur, la famille fait la fête autour d'Enrico Macias. Le clan semble soudé, mais les apparences sont trompeuses. François vient de quitter le groupe, en conflit avec son neveu. Fabien n'écouterait plus ses proches, il aurait la folie des grandeurs. Son nouveau dada, diversifier la marque à tour de bras. Tati bonbons, vacances, optique, téléphonie et même Tati or.
le patron investit dans des boutiques thématiques à grands frais. Avant, Tati, c'était cheap. Aujourd'hui, Tati, c'est chic. Le sens de la formule et le goût de la démesure. Comme rien n'est trop beau, Fabien Waki choisit la rue de la Paix pour vendre ses bijoux. C'est quand même le top, le prestige, avec toutes les belles bijouteries, pas si loin de la place Vendôme finalement. Et nous, on arrive et on se pose là, sans aucun complexe. Un mix entre le clin d'œil et le croche-pied à toutes les... Voilà, tous ces gens qui pouvaient nous regarder un peu de haut. Le nouveau prince de Barbès flambe et squatte les lieux prestigieux. Pour les 50 ans de Tati, il s'offre même les plus grands musées parisiens. Il y présente ses 50 clichés commandés à des photographes de renom. Fabien Waki veut désormais conquérir la planète. Il multiplie les ouvertures à l'étranger, comme en Pologne, au Cameroun ou au Qatar. Il franchit même l'Atlantique, à l'assaut de l'Amérique. En 1998, il ouvre une boutique Tati Mariage sur la célèbre 5e avenue à New York. Pour vivre son rêve américain, il s'associe à la fille d'un magnat de l'immobilier, Ailise Wilpon. 20 ans plus tard, elle accepte de revenir sur cette drôle d'expérience. En businesswoman pressée, elle ne nous accorde que 30 minutes. Comme Tati était inconnue aux États-Unis, Fabien tenait beaucoup à être dans un endroit très en vue, comme un vaisseau amiral. 3 mois de travaux, $1 million d'investissement, Fabien met le paquet. Il donne 2 ans à Ailise Wilpon pour faire décoller la marque aux États-Unis. J'étais épuisée. On se tuait à la tâche pour faire en sorte que ça marche, pour essayer de faire des défilés, de pénétrer le marché. On travaillait tout le temps, on était ouvert 7 jours sur 7, c'était dur. Beaucoup d'efforts en vain. Les robes de mariée ne se vendent pas. À un moment, j'ai compris qu'on faisait fausse route, parce que c'était vraiment extrêmement cher à promouvoir. Le loyer était faramineux, la 5e avenue était très chère, et notre marchandise était vendue si peu cher, la marge était faible. Pour vendre plus, il aurait fallu faire de la pub, beaucoup de pub, mais Fabien Waki n'a plus les moyens. 1 an après son ouverture, Tati New York baisse le rideau. Avec $1,5 million de pertes, l'aventure américaine est un flop retentissant. À Paris aussi, les pertes sont colossales. Fabien Waki n'a pas pris la mesure de la concurrence. Les nouveaux rois de la sape branchés et pas chers, comme Zara et H&M, taillent des croupières à Tati. Car Fabien ne se limite plus aux fins de série. Comme eux, il fait fabriquer ses propres collections en Asie. Problème, ses nouveaux adversaires commandent 6 fois plus que lui. Ils obtiennent donc de meilleurs tarifs. La réalité du début des problèmes, c'est ça. Lorsqu'on n'achète plus les fins de série, les fournisseurs sont les mêmes pour tout le monde. Les coûts qu'on trouvait chez Tati, la culotte à 1 franc, la cassette audio à 10 centimes, tout ça a probablement été sacrifié dans la quête de changement de modèle de Fabien Waki. Le chiffre d'affaires n'était plus en adéquation par rapport à ce qu'on avait connu. Moi, j'ai encore des statistiques, ça a fait ça. L'entreprise aurait pu songer à ce moment-là à faire des plans sociaux, à se restructurer, à travailler sa structure de coûts comme d'autres acteurs du marché l'ont fait. Eux ne l'ont pas fait. J'ai eu un plan social sur mon bureau, faire une économie de 16 millions de francs, licencier 125 ou 130 personnes. J'ai refusé. Parce que j'ai dit, il n'y a pas de raison que cette ligne-là soit la seule ligne où on puisse jouer. Patron à la fibre sociale comme son père, Fabien Waki refuse les licenciements. Pourtant, il le sait, l'entreprise est au bord du précipice. Même lui envisage de partir. Madame Waki m'explique
que Fabien ne voulait plus, était fatigué, c'était pas pour lui, ce job, etc., etc. Et elle me dit qu'il veut passer la main. Et il savait pas vraiment ce qu'il voulait, pour moi à l'époque. Et il a voulu le pouvoir, il a obtenu le pouvoir, il a voulu partir et vous pouvez partir. Fabien s'accroche, mais ne peut plus payer ses fournisseurs. Le tribunal de commerce lui donne 6 mois pour sauver l'enseigne. Le fils de Jules retrousse ses manches. C'est pas demain 25 ? Une course contre la montre commence. Alors c'est bon, j'y serai. Il abat sa dernière carte. Revenir aux bonnes méthodes de son père, en achetant des lots de fin de série à prix cassé. Dans 5 couleurs. Quand les temps sont durs, on a tendance à reprendre les méthodes qui ont fait leur preuve dans l'histoire. Sauf que ce qui a été bon à un instant T dans une configuration de marché et de consommation n'est pas forcément transposable. On ne peut pas ressortir une stratégie du congélateur et l'appliquer 30 ou 40 ans plus tard. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Les vieilles recettes ne fonctionnent plus. Fabien Waki finit donc par brader le patrimoine familial. Les magasins de la rue de Rennes et République sont vendus. Mais aussi le Luxor, un ancien cinéma propriété de la famille. Fabien va même se séparer de ses 70 chevaux de course. Il faut dire qu'avec 40 000 € de pertes par jour et 50 millions d'euros de dettes, Tati est à bout de souffle. Fabien décide alors de vendre. Le 26 juillet 2004, le PDG annonce sa décision à la presse. Vis-à-vis du travail de mon père, de mes oncles et de moi-même pendant toutes ces années, il m'aurait été insupportable de voir cette société, ce travail partir en fumée, disparaître. Alors, c'est pas agréable, loin de là, de savoir que cette société sera détenue par d'autres, c'est sûr, c'est pas agréable, mais de la voir disparaître, ça serait pire. Chez les salariés, c'est l'explosion. Le fils du fondateur abandonne Tati pour 14,5 millions d'euros. Le repreneur, le groupe Vétura, supprime 4 magasins et 1/3 des effectifs. C'est terrible parce que lui, il s'efface pour sauver l'entreprise. Mais ce qui se dit, c'est qu'il laisse tomber les salariés qui l'ont vu naître. C'est ingérable psychologiquement. Tout le monde a raison là-dedans. L'homme qui voulait révolutionner Tati n'aura réussi qu'à faire sortir la marque du giron familial. Depuis la vente, Fabien est devenu invisible. Il a disparu de l'espace public. Après de nombreux messages pour obtenir une interview, Fabien Waki nous a répondu sur les réseaux sociaux. Votre idée est louable et a du sens, mais je ne pense pas être en mesure de répondre à votre demande favorablement. Ma famille et moi-même ne souhaitons pas être exposés médiatiquement, de quelque manière que ce soit. Pour Fabien Waki, Tati, c'est fini. À la seconde où Tati n'appartient plus à la famille Waki, on peut mettre du Vichy rose et blanc partout, on peut mettre des grosses lettres bleues partout, on peut crier Tati sur tous les toits, ça n'est plus Tati. Printemps 2017, au pied du métro Barbès, le kiosque à journaux de Samir Lepcher. Hop là, alors 1,70. Ça va ? Vous allez bien ? Voilà 40 ans que sa famille tient les shops. Et depuis peu, une vilaine rumeur fait frémir le quartier. Tati pourrait bientôt fermer. Ils vont fermer Tati ? C'est possible, ouais. Tati fait partie de l'identité barbessienne et c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre. On a toujours été habitués en disant Tati, ça va avec Barbès et Barbès, ça va avec Tati. On profite, nous, petits commerçants, de son attraction commerciale. Et ici, si Tati ferme, qu'est-ce qu'on va devenir, quoi ? Josiane, la vendeuse de chez Tati, est nostalgique des jours heureux. Depuis 2007, l'enseigne appartient au groupe Eram.
Après 60 millions d'euros de pertes l'an dernier, les magasins sont de nouveau à vendre. Bonjour. Pourtant, Josiane et ses collègues en ont fait des efforts. Terminé les primes d'assiduité, de fin d'année ou l'intéressement aux bénéfices. Avec Eram, elles ont vu leurs conditions de travail se durcir. Regardez, ma collègue, elle est toute seule en rayon, elle doit tout faire. Elle doit ranger son rayon, suivre la cabine. Il y a moins de personnel et on nous demande de travailler plus. On doit faire le travail de 2-3 personnes. Là, c'est un peu compliqué, là. J'en peux plus. En salle de pause, oui, ça va toi? Ça va et toi? Il n'y a pas que le café qui a un goût amer. Ces dernières années, ça a été comment chez Tati, l'ambiance du travail? Difficile, lamentable. C'est une très belle société qui aurait pu évoluer, je pense, vraiment différemment. Et ça me fait mal au cœur. Parce que franchement, on a vu... vous voyez, ça m'a... Ah, je peux plus vous parler. Ça fait mal au cœur. Vous êtes attaché à l'ensemble? Oui, quand même. Mais c'est comme ça. On n'y peut rien. Que vont devenir les 1700 salariés du groupe? Les magasins en vente, ils craignent pour leur avenir. Mais une lueur d'espoir subsiste. Dans une semaine, le tribunal de commerce doit désigner un repreneur. Pour les salariés, un seul candidat sort du lot, le voici, Philippe Ginestet. Il jure vouloir sauver le plus d'emplois possible et conserver la marque. L'homme a fait fortune avec les mêmes recettes que Jules Wacky. Premier magasin Jiffy, ouvert en 1981, en vendant lui aussi des lots à prix cassés. Et comme Tati, il travaille en famille avec son fils. Avec près de 500 magasins et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, le chef d'entreprise a bien réussi. Au tribunal de commerce de Bobigny, après des mois d'incertitude, les salariés vont enfin connaître le sort de Tati. Nous sommes en juin 2017. Le résultat est annoncé par Thomas Hollande, leur avocat. Jiffy. Bravo, on va faire la déclaration après, en tout cas. C'est Jiffy a été retenu comme repreneur. Aujourd'hui, c'est Jiffy. Notre magasin va rester ouvert. Je suis super contente. Merci beaucoup à tout le monde. Bon, merci. Moi, je suis contente parce qu'il y a eu beaucoup, plus de 1400 salariés de sauvés. Il faut voir demain ce qui va se passer. Cette bonne nouvelle, Nicole, la syndicaliste de Barbès, veut la partager. Allô, Josiane? Oui, c'est Nicole. Ça y est, il y a eu le résultat. Nous sommes repris par Jiffy. Oui, on est soulagés. C'est pas tout de suite la retraite pour toi. Eh ben, tu vas le faire. Eh ben, on le fera ensemble. Au final, Philippe Ginestet reprend 109 des 140 magasins et 9 salariés sur 10. Au mois d'août dernier, attendu comme le messie par les employés, Bonjour. Bienvenue, Samira. Merci. Philippe Ginestet franchit pour la première fois le seuil du magasin de Barbès en patron. En reprenant Tati, l'homme d'affaires de 63 ans réalise son rêve. Il a mis la main sur le groupe qui était pour lui la référence lorsqu'il a ouvert sa première boutique. Ça me remémore il y a 36 ans de cela, quand je passais devant ce magasin avec mon camion, puisqu'à l'époque j'étais mon propre chauffeur. Je chargeais moi-même mon camion, je faisais moi-même donc les achats. Et je passais devant ce magasin et je me disais, quelle réussite cette enseigne Tati. Qu'est-ce qu'il est fort, monsieur Wacky. Si Jules Wacky a jeté les bases du métier de discounter, Philippe Ginestet a dépassé le maître. Roi du bazar et de la déco à petit prix, il fait l'état des lieux avec l'œil de l'expert. Le patron se rend compte de l'ampleur de la tâche à venir.
Le prix est tellement important qu'on ne peut pas mettre de marchandises. Là, c'est la réserve textile en femme. Alors les palettes, vous les recevez par où? Ben, en fait, par où on est descendu, donc L'ascenseur, il part directement en bas? Il n'y a pas d'ascenseur. Toute la marchandise est descendue à la main. Sauf sur Vous la descendez d'abord en sous-sol pour la remonter après dans les magasins. Il y a beaucoup de choses à revoir. Mais j'ai quand même besoin de consulter pour savoir comment on va envisager donc, la suite de ce magasin pour leur faire dans le temps un magasin certainement beaucoup plus fonctionnel que celui-ci. Ah mais il est fermé là? Ah non, il n'est pas fermé. Non, la grille est défectueuse. D'accord. Et les affiches là, vous les changez tous les combien? Bon, il faudra y penser. Fini les plus bas prix, le nouveau patron a déjà réfléchi à un nouveau slogan. Tati, j'aime ces prix. Pas sûr que cela suffise à réveiller la belle endormie. Si dans la famille Wacky, le nouveau propriétaire ne fait pas l'unanimité, Hubert Assous, lui, est conquis. Il lui a même écrit une lettre pour lui dire combien il ressemblait à son maître à penser, son beau-père, Jules Wacky. Permettez-moi d'être ravi à plus d'un titre car, en tant qu'ancien du Tati historique, je suis soulagé que cette enseigne reste encore présente dans le cœur des Français. Lorsque j'ai appris que M. Philippe Ginesté avait eu les faveurs du tribunal, je n'ai pu m'empêcher de penser d'abord à son parcours et au parcours de M. Jules Wacky. Et j'ai trouvé que c'était un parcours à peu près identique. Ce sont deux autodidactes qui ont commencé de nulle part pour arriver à construire un empire. Il existe certainement un lien de père à fils spirituel. 35 ans après la mort du fondateur, Philippe Ginesté réussira-t-il là où le fils de Jules a échoué? Tati, une famille en or, c'est un film de Carole Réguillon pour Yemaya Productions. Tati qui va mieux, puisque si l'on en croit son nouveau patron Philippe Ginesté, ses ventes ont progressé de 20% par rapport à l'an dernier. Ainsi s'achève ce nouveau numéro des hors-séries de compléments. On se retrouvera jeudi soir prochain pour un nouvel épisode et je crois qu'on a rendez-vous avec une autre famille étonnante dans son genre là encore. Ce sont les Bongos. Très bonne fin de soirée sur France 2.